Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La crise américaine du scoutisme français. 1918 à 1923. Nicolas Palluau. À l'époque des traités de paix qui suivent la Première Guerre mondiale, le scoutisme français se trouve profondément marqué par la présence américaine. De 1918 à 1923, les éclaireurs de France, les éclaireurs unionistes puis, à partir de 1920, les scouts de France bénéficient d'un investissement philanthropique nord-américain qui ne considère pas son œuvre achevée avec l'armistice du 11 novembre. Les Américains, en effet, investissent à partir de 1920 les champs éducatifs et sociaux par les méthodes et les institutions scouts. Figure de cet engagement, les Américaines Anne Morgan et Anne Murray Dick dotent leur comité américain pour les régions dévastées, CARD, d'un programme scout complet pour régénérer la jeunesse des zones dévastées de Picardie. Grâce aux fonds américains collectés par les unions chrétiennes de jeunes gens UCJG, le Suisse Emmanuel Sauter développe des troupes d'éclaireurs dans les implantations de l'Union des foyers américains, UFA, dans le Nord et en Champagne, après l'arrêt des combats. Ces initiatives américaines décalent le centre de gravité de la France scout de l'après-guerre vers les départements dévastés et bousculent poliment les mouvements français dans leur difficile sortie du conflit. Les initiatives américaines, celle du CARD reste la plus puissante, ne cachent pas leur ambition de résoudre l'énigme numéro 1 de la France scout, l'existence de plusieurs associations, réalité sur laquelle les Français ne veulent pas revenir. L'énergique construction américaine se développe en parallèle de l'action britannique de Baden-Powell, organisateur du mouvement scout international depuis la Grande-Bretagne. La France est une pièce maîtresse de cette géopolitique mondiale de la jeunesse. Les rendez-vous internationaux de 1920, premier Jamboree et première conférence à Londres, et de 1922, deuxième conférence à Paris, dessinent l'Europe comme centre de gravité de l'international scout. L'engagement américain met en évidence l'existence d'un triangle de relations culturelles entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'engagement américain en faveur du scoutisme se justifie par l'indispensable relèvement physique et moral d'une jeunesse éprouvée par 4 années de guerre. La construction de la paix exige la reconstruction des corps anémiés et des esprits traumatisés. The committee has been the means of developing the Boy Scout movement in France. This work with the boys is most important in the devastated district, where often the only center of recreation is furnished by the buvette or little saloon, which put in immediate appearance when the German retreated 22. Ce volontarisme du plein air combat la tuberculose juvénile, leitmotiv que justifie encore l'absence de traitement médical. Émerge aussi, dans le discours généreux de l'Amérique wilsonienne, le glissement vers le fléau social de l'alcool. On peut se demander enfin, si la lutte contre la menace d'une révolution mondiale venue de Russie soviétique ne pointe pas à travers ce projet. L'intérêt du bloc national pour le scoutisme témoigne également de cette bienveillance officielle à l'égard d'initiatives américaines, destinées à contrer toute forme de fermentation révolutionnaire sur le terreau de la France dévastée. L'action américaine mêle ainsi sincère générosité et impérialisme culturel, peur du chaos et émancipation individuelle dans un même projet dont les responsables scouts français voient l'intérêt de l'apport. Le scoutisme participe donc, de 1918 à 1923, à un moment des relations entre la France et les États-Unis. Nous distinguons 3 périodes. La fin du conflit, en 1918 et 1919, voit un développement parallèle des œuvres américaines et du scoutisme en France. Des contacts noués outre-Manche et outre-Atlantique traduisent déjà le double regard des Français. 1920 et 1921 sont 2 années d'intenses réalisations. Le CARD se mêle d'organiser le scoutisme en France avec l'appui de l'État. Les mouvements sont absents de cette révolution, mais le vrai changement se fait chez eux car ils sont en pleine réforme. L'influence américaine déborde dans les pratiques et le vocabulaire. La crise éclate en 1922, notamment chez les éclaireurs de France, à propos des initiatives américaines. Mais l'organisation montante du scoutisme mondial sous l'égide de Baden-Powell contrebalance les initiatives américaines.
Lors de la Conférence mondiale de Paris, la même année, la question du leadership mondial scout est soldée par l'acclamation de Baden-Powell. Les Français sortent renforcés de cet accueil et de la dernière initiative du CARD, qui a consisté en un financement d'un camp-école permanente inauguré en 1923. Les Français spectateurs de la puissance américaine, 1918 à 1919. Antérieure à l'entrée en guerre des États-Unis de 1917, les initiatives privées américaines dans la France en guerre s'occupent de secours aux blessés et aux soldats. Leurs interventions n'ignorent pas non plus les domaines sociaux, éducatifs et culturels. En mars 1918, la section civile de l'American Friends for French Wounded prend son autonomie pour devenir l'American Committee for Devastated France, ACDF, ou Comité américain pour les régions dévastées de la France, CARD. Animé par Anne Morgan et Anne Murray Dick, le CARD installe ses services au château de Blérancourt, N, où le général Pétain lui délègue une compétence économique et médico-sociale dans le sud du département à reconstruire. Figure féminine de l'action sanitaire et sociale américaine en France, de l'envergure d'une Gertrude Stein dans le monde de l'art, Anne Morgan est la riche héritière de son père banquier décédé en 1915. Son intérêt pour l'éducation est manifeste. Mais après l'échec de l'offensive allemande du printemps 1918, la priorité du CARD reste la remise en valeur agricole. Le projet d'établissement agricole dans l'Aisne en 1919 va dans ce sens. L'usage de tracteurs l'année suivante par les scouts au camp du CARD dans l'Oise entre dans ce programme de reconstruction liant la jeunesse à l'agriculture. Le scoutisme fonctionne alors comme trait d'union entre l'une et l'autre, témoin de la sortie immédiate du conflit. Organisés pendant la guerre, les foyers de soldats de l'Union franco-américaine bénéficient de la manne américaine des puissantes unions chrétiennes de jeunes gens, UCJG, Young Men Christian Association, YMCA. Leur baraquement près du front et à l'arrière offre aux soldats un havre de détente par la lecture, la musique et le bar sans alcool. Après l'armistice, l'autorité militaire demande à Emmanuel Sauter, leur initiateur, de poursuivre son action. Le nombre de foyers en 1919 diminue de 800 à 263, mais ils offrent toujours dans les régions dévastées un lieu de tenue et de moralité. Le scoutisme reste un moyen de transformation des foyers du soldat en œuvre civile. Dans l'été 1919, le foyer de Reims s'intéresse au scoutisme, appelant les éclaireurs unionistes pour l'animation de 60 enfants âgés de 5 à 14 ans. Après les Jeux scouts et les Jeux américains, la journée du 14 septembre se passe en mouvement de gymnastique hébertiste dans le collège d'athlètes restauré. Le protestantisme des éclaireurs unionistes et de l'UFA reste cependant dans un strict cadre français. En novembre 1919, les éclaireurs de l'Union des foyers franco-américains nouvellement créés éditent leur manuel, copie conforme de celui des éclaireurs unionistes. Libérés de la réglementation des œuvres de guerre d'octobre 1917 qui impose un strict respect de laïcité auprès des combattants, les éclaireurs de l'UFA adoptent une promesse scout faisant référence à Dieu. La laïcité de l'action culturelle et éducative des foyers s'évanouit avec la disparition du front. Le rajeunissement de leur public se fonde sur une action missionnaire plus affirmée, impossible pendant la guerre. L'organisation du scoutisme en 1918 voit se fédérer les deux associations des éclaireurs de France, EDF, et des éclaireurs unionistes, EU. La Fédération française des éclaireurs, FFE, dépose ses statuts en août 1918. Elle est présidée par le général de Berkheim, du comité des EDF, assisté d'Henri Bonamo, commissaire national des EU. En octobre, Baden-Powell suggère aux Français de confier au président du Conseil, Georges Clemenceau, le patronage du scoutisme en France. Celui-ci accepte dans l'enthousiasme de l'armistice. Toutefois, le désaccord pointe entre les deux associations à propos du retour de l'Alsace à la France. Les EDF déplorent qu'à Strasbourg, le haut-commissaire de la République Poulet ne souhaite pas voir leur essor là où prospèrent les EU. Au moment de la préparation du défilé parisien de la victoire du 14 juillet 1919, cette incompréhension n'est toujours pas réglée, malgré un voyage de Berkheim et du conseiller technique des EDF, le capitaine Royer, en Alsace auprès du nouveau représentant Alexandre Mirand. Le départ des EDF de la FFE, voté lors de leur assemblée générale en octobre 1919, vide de sens un projet déjà paralysé.
Cette rivalité toute franco-française ne doit pas masquer la fascination du scoutisme pour les réalisations anglo-saxonnes. Cette polarisation culturelle remplit le vide créé par la guerre, notamment par la chute des effectifs, plus grave chez les EDF que chez les EU. Les chiffres de l'Association scout américaine des Boy Scouts of America laissent pantois les Français. 442 000 adhérents, 320 millions de dollars placés pendant la guerre et 30 millions de tracts distribués donnent la dimension de ce mouvement. Mais ce que regardent surtout les Français, c'est le haut degré d'intégration des BSA à l'effort de guerre national. Le capitaine Blanchard, du comité des EDF, note cet aspect quand, chargé de cours auprès d'officiers américains à l'école d'artillerie de Fontainebleau, il mesure la part d'anciens scouts et de cadres du mouvement. Les scouts américains recensent pour l'armée les noyés des États-Unis utiles à la taille des crosses de fusil, et rendent hommage à Theodore Roosevelt en plantant des arbres. Ils mêlent le champion de l'Amérique musclée au culte de la conservation du patrimoine national. Par ailleurs, les contacts des Français avec les scouts américains restent marqués par la visite de leur commissaire spécial, le Dr McFarland, à Paris, le 3 juillet 1918, veille de l'Independence Day. Reçu dans les locaux de l'UFA, c'est l'occasion pour lui de souligner la participation des scouts américains à l'effort de guerre. Chacun de ces Boy Scouts et de ses membres officiels est lié par un programme d'activité de guerre sous la direction de notre gouvernement, et se tient prêt à faire n'importe quel sacrifice dans le but de gagner la guerre. La puissance du scoutisme américain va jusqu'à envisager la création d'une fraternité mondiale de garçons, déjà baptisée World Brotherhood of Boys, dont le siège serait à New York. Cette direction mondiale en construction contrecarre les projets de Baden-Powell de lancement d'un comité scout international, projet auquel les EDF adhèrent dès mars 1919. Pour contrebalancer les initiatives américaines, Baden-Powell s'appuie sur l'Europe d'où il tire sa légitimité. La France figure en bonne place dans ce dispositif. La présence du fondateur anglais à Paris les 20 et 21 octobre 1918, pour la cérémonie de départ au front de la classe 1920, témoigne de sa reconnaissance comme personnalité éminente dans les milieux de la préparation militaire en France, réseau avancé des cadres du scoutisme. Son portrait en couverture de l'Éclaireur unioniste, certainement la première diffusion de sa photo à grande échelle en France, inaugure une ligne de communication. Sa correspondance avec le président des EDF, le Dr Jean-Baptiste Charcot, puis l'envoi du commissaire britannique Gadom au congrès Challenge de Versailles en août 1919 lui assure une discrète mais réelle présence auprès de Français. Enfin, en mai 1919, la tournée de Baden-Powell aux États-Unis, où il est acclamé comme fondateur du scoutisme, met un terme au moins temporaire au débat qu'il oppose à Ernest Thompson Seton et à son mouvement Woodcraft sur l'antériorité de l'initiative du scoutisme. Les éclaireurs en France restent, en 1919, les spectateurs fascinés de la machine scout américaine, mise au défi par le général Baden-Powell aux commandes de ses troupes européennes pour la fondation d'une nouvelle internationale de jeunesse. 1920 à 1921, le temps des initiatives américaines. Ces 2 années voient se réaliser une action américaine d'envergure en faveur du scoutisme en France par le soutien au mouvement dans les régions détruites, l'organisation de camps de jeunes et la formation de cadres. Bénéficiant de la reconnaissance active des gouvernements du bloc national, le CARD se fait le champion de l'unité des mouvements scouts. Cependant, les vrais changements ont lieu à l'intérieur des associations françaises où la mythologie des Indiens des plaines et le vocabulaire anglo-saxon s'assurent une suprématie dans l'imaginaire éducatif. Les éclaireurs de la France dévastée, EFD, sont lancés dans les derniers mois de 1919. Cette œuvre anglo-franco-américaine se place sous l'autorité des préfets des départements libérés et de l'institution britannique du French War Emergency Fund. La directrice du Smith College Relief Uni, Miss Chapin, parraine la première troupe fondée à Étricourt dans la Somme. Le capitaine et cadre scout Dean valide les premiers exercices pratiques organisés par De Marcy, l'instituteur d'Étricourt. L'orientation, le pistage, la cuisine en extérieur et le football figurent au programme de ces jeunes à qui les EDF ont expédié des tenues et des équipements scouts. Avec l'appui anglais autant scout que militaire, le maître d'école applique avec zèle les réformes pédagogiques des EDF. Pour constituer le comité des EFD,
Ceux-ci ont dépêché leur délégué régional en Nord-Pas-de-Calais, le Douaissien Georges Le Sec. À la même adresse parisienne, le délégué général des EDF, Paul Charpentier, cumule cette fonction chez les EFD. Anne Morgan et Anne Murray Dick ne sont jamais bien loin de ce comité, et le CARD délègue Miller à ce poste. Ce dernier reste l'initiateur parisien du Centre de fraternité et d'activité scout, devenu la Maison des Scouts, local scout avant de devenir une maison d'édition. Le CARD sollicite également, pour le comité des EFD, le docteur Jacques de Marquette, entré dans le scoutisme chez les éclaireurs français avant la guerre. De tous les cadres français, de Marquette reste le plus proche socialement de Morgan, au point que le CARD édite en 1920 son livre Le scoutisme. Méthode d'éducation intégrale. Le quatrième et dernier personnage à porter le titre de délégué général des EFD est Madame André Raoul Duval. Membre du comité des EFD depuis le début, son engagement est récompensé par les EDF en décembre 1921 par l'insigne d'honneur de la svastika. On ne lui connaît que l'organisation d'une partie de thé à la Maison des Scouts, mais la multiplication des titres de délégué général des EFD peut révéler une course d'influence entre Français et Américains. Succursale des EDF, les EFD ne conservent qu'une autonomie de façade. En plus des activités des troupes, les camps de regroupement constituent les principaux événements des EFD. Il ne suffit pas de lancer des troupes, il convient de leur montrer en quoi consiste le scoutisme. C'est fait en 1921 dans des campings de Pâques, à Rheims dans le Nord et à Roye dans la Somme. Dans le Nord, on rassemble 210 jeunes et 4 troupes dans la Somme. Contrairement au congrès Challenge des EDF, les camps des EFD ne sont pas marqués par l'affrontement entre les tendances du moment, comme l'opposition des pratiques d'éducation physique de l'école de Joinville et celle des scouts américains. L'été 1921 voit l'organisation de 2 autres camps, l'un d'application pour 275 éclaireurs à Saint-Paul-sur-Ternoise, Pas-de-Calais, l'autre d'instruction pour 100 garçons découvrant le scoutisme à Saint-Dié, Vosges. Ces camps renforcent les positions de ceux qui, comme les chefs Garnier de Troyes, Colnat de Saint-Dié ou le Sec de Douai, veulent démilitariser le scoutisme. Les tournées de Charpentier, de Miller et la présence incontournable de Jean Loiseau, membre du comité des EDF et des EFD, valident les camps des EFD comme lieu de rénovation du scoutisme EDF. L'investissement du CARD dans le scoutisme ne se limite pas au parrainage d'activités. Celui-ci veut travailler à l'unité du scoutisme en France, ce dont il estime les Français incapables. The object of forming a new organization for Boy Scout under the direction of the American Committee is to unite the effort of all the boys in one national organization, and to introduce the teaching which by experiment has proved of greatest value to the Scout of Great Britain and America. Pour Anne Morgan qui depuis le début appuie les EFD, le manque d'unité du scoutisme en France reste une anomalie. At the present moment there are 5 or 6 different Boy Scout groups in France. La résolution de cette aberration passe par l'importation d'un modèle scout plus conforme à son horizon culturel. Mal informée de l'organisation du scoutisme en France, elle annonce au bureau de New York du CARD qu'il n'existe ni fédération, ni unification des méthodes et encore moins de politique publique. L'appel aux scouts américains offre l'occasion d'unifier le scoutisme français. With the advent of Mr. Barclay of the Boy Scout Organization of America, we have an opportunity of cementing these movements in a way that the BSA could never do. Comme pour la lecture publique ou l'éducation physique, le CARD fournit à la France dévastée des cadres américains pour le scoutisme. L'Amérique apporte tout, l'argent, le matériel et les hommes. Mais ce volontarisme s'accompagne de la certitude de posséder la vérité. The aims of the American Committee are to develop physical strength of the boys, whose health has suffered through the ravage of the war, by outdoor activities and the American principles of which are unknown in France. Anne Morgan justifie l'action du CARD par la méconnaissance du plein air en France, ce qui est singulièrement insolent à l'égard des scouts français. La vente par les EU du rapport annuel des scouts américains montre bien que les Français se tiennent informés des activités outre-Atlantique. En 1920, un mois avant le Jamboree mondial, Anne Morgan et Anne Murray Dick passent une semaine à Londres. Une rencontre avec Baden-Powell est sans doute au programme. Elles ont besoin de sa reconnaissance pour le premier camp école du CARD.
Celui-ci se tient du 16 août au 19 septembre en forêt de Compiègne, sur les bords de l'Aisne près de Francfort. Le CARD a obtenu l'appui du marquis de l'Aigle, notable du lieu qui prête son terrain. Lorne Barclay dirige le camp, assisté de chefs canadiens et britanniques, délégués spéciaux de BP. 248 garçons de 13 à 21 ans sont répartis en 4 troupes. L'appel du CARD au mouvement français est entendu, et l'on trouve les chefs des troupes du camp chez les cadres nationaux des associations. Pour la première période, du 16 août au 1er septembre, on trouve le SEC et l'Oiseau des EDF, Bec BD DEU et 2 pages des Boy Scouts de Belgique. La deuxième période, du 2 au 16 septembre, voit la présence de Macédo des Scouts de France, Guérin des Jardins DEU, le SEC, 2 pages et Jean Droit, autres cadres belges. Gymnastique, baignade, travaux pratiques sur la vie en pleine nature, orientation et feux de camp alternent au cours des journées. Le personnage mis en avant reste le spécialiste de l'éducation physique, le docteur Delissu, universitaire américain chargé de la gymnastique au camp. Le gymnaste d'outre-Atlantique en impose par son énergie au service d'une bonne humeur revigorante. Jeune, vivant, nerveux, plein d'allant et d'entrain, agrémentant ses leçons par une pittoresque fantaisie qui se renouvelle sans cesse. L'homme surprend jeune et vieux par sa spontanéité qui révolutionne ce que les Français connaissaient jusqu'alors. Fondant son action pédagogique sur l'animation et le maintien en éveil des garçons, il stimule les mouvements du corps par des cris et des gestes ou se grime en roi d'Abyssinie. Delissu bouscule les frontières trop bien balisées entre repos et activité par la gymnastique de Joinville ou d'Hébert. C'est plus et mieux que tout cela. C'est irrésistible. Delissu est à la fois un poisson, un acrobate et un clown qui subjugue les jeunes et plus encore les chefs français. Faculté, voile-toi la face. Mais aie conscience de ton infériorité. Jamais nous ne serions fichus de trouver parmi nos docteurs français un homme qui sache ainsi être jeune au milieu des jeunes et pour les jeunes. Il faut l'avoir vu le soir autour du feu de camp, après les minutes de recueillement et de gravité, réveiller les rires et faire renaître la joie, chanter et commander les chœurs, kéké kététy, kéké kététy, se livrer à quelques danses indiennes, jeter à pleine main, à pleines lèvres, à plein cœur tout son entrain, toute sa pétulance, toute sa gaminerie. Paul Charpentier est écrasé par la personnalité fulgurante de cet animateur scout. Loin des laborieuses tractations auxquelles se livrent les EDF dans leurs congrès, Delissu irradie le modèle de chef scout que cherchent les Français subjugués. Cette réussite entre à l'actif du CARD pour favoriser l'union des mouvements. Se cristallise petit à petit la formule d'union qui fera plus tard, quand le moment sera venu, du mouvement scout disséminé, une grande œuvre nationale unie. Cette union en devenir est préfigurée par une motion votée le 10 septembre par 10 chefs participants, qui déclarent se placer au-dessus des structures existantes et s'engagent à travailler en vue de l'unification. Chacun repart avec son épi d'émeraude, un signe du camp donné par les organisateurs. Cet étonnant serment du jeu de paume scout flatte les Américains qui voient chez les jeunes chefs français les agents de leurs objectifs. Le camp-école est reconduit l'année suivante dans l'Oise et l'Aisne. Fort du succès de Francfort, le CARD souhaite une plus grande autonomie des camps. À Corcy dans l'Aisne, le chef EDF Somat de Paoli dirige un camp ouvert aux garçons de 12 à 18 ans pour découvrir le scoutisme en 4 périodes. L'attention se porte davantage sur le camp de la Croix-Saint-Ouen, ouvert aux scoutmasters de 17 ans et plus pour 2 sessions sur les 3 organisées. Du 17 au 31 juillet, on accueille les futurs chefs sous la direction du chef Henri Marty, directeur adjoint de l'École des Roches et commissaire international des EDF. Du 1er au 15 août, un chef canadien et Jean Droit animent une session pour les éclaireurs et du 17 au 31 août, se tient la session de formation des chefs dirigée par Jean Bec Bédé, commissaire national DEU. On reproche à la première période d'avoir accueilli trop de chefs inexpérimentés alors que la troisième où il n'y avait que des scouts ardents convaincus, et tous animés d'un même esprit d'union et de progrès, connaît un bilan meilleur. Georges Berthier, l'homme qui monte au comité des EDF, y donne une conférence et cette session s'impose comme matrice d'une formation commune aux chefs des 3 mouvements français. Lorne Barclay et l'infrastructure scout américaine se trouvent en retrait, attestant de l'application du programme du CARD. Reconnaissance de l'œuvre entamée, la visite de Baden-Powell, les 18 et 19 août, au début de la 3e session confirme la place de la France dans l'Organisation internationale scout élaborée à Londres l'année précédente.
Barclay pour les États-Unis et Marty pour la France se partagent, à Boulogne-sur-Mer, les honneurs de l'accueil de Baden-Powell dont l'autorité n'est plus contestée. Autour de Baden-Powell, le camp de la Croix-Saint-Ouen apparaît bien comme le premier camp du scoutisme français que la tutelle américaine a fait surgir du néant. À côté des EU et des EDF aptes à négocier avec le Chief Scout, ce dont les petits mouvements EFD et éclaireurs français semblent être exclus, le scoutisme catholique affirme sa position. À partir du printemps 1920, l'Organisation des Scouts de France réclame sa place à parité avec les EDF et les EU. Cette place d'éclaireur catholique était réservée à côté des autres dans l'éphémère FFE, mais sans le succès que le maintien de l'union sacrée aurait pu laisser espérer. Les Scouts de France ne sont regardés que comme une association de plus à côté des autres. Les EDF et les EU n'acceptent qu'à contre-cœur la présence d'un mouvement catholique. Le chanoine Cornette et le père Sévin, qui viennent d'envoyer leurs scouts au Jamboree de Londres, cherchent des appuis sérieux en France pour l'éducation catholique des jeunes. Antoine Cornette s'appuie sur le CARD pour développer sa nouvelle association. Au Jamboree de Londres, aussi bien qu'au camp école de scoutisme de Compiègne, nous avons été traités en pied d'égalité avec les autres associations, et il faut croire que notre organisation est venue à son heure, puisque le Comité américain pour les régions dévastées a proclamé officiellement qu'aucun mouvement ne pouvait avoir une allure vraiment nationale sans le concours de la collaboration des catholiques. C'est en partie aux Américains qui m'ont convié dans leur comité pour les régions dévastées que j'ai dû d'être un peu entendu. Après l'organisation du camp d'école de Compiègne où j'avais obtenu de M. Lorne Barclay qu'une aumônerie catholique fût installée dans le camp, j'ai prié Mrs. Dick d'inviter au camp Monseigneur Le Césu, évêque de Beauvais, en même temps que le ministre des Régions libérées, M. Augier, et les deux préfets de l'Aisne et de l'Oise. Monseigneur de Beauvais est venu, et alors seulement il a compris quel instrument merveilleux pouvait être le scoutisme entre nos mains, surtout lorsque les Américains ont dit qu'ils étaient prêts à nous remettre les enfants d'origine catholique qu'ils avaient groupés en troupes scouts dans les régions dévastées 74. Du point de vue des catholiques, le CARD ne peut pas se passer d'eux pour construire une œuvre véritablement nationale. Dans cette perspective, Cornette obtient une aumônerie catholique au camp de Framport. La contradiction vient de ce que, tout en proclamant la nécessité d'aboutir à une seule et même association scout, il convient de ménager une place distincte à la jeunesse catholique. Devant les inquiétudes de la hiérarchie catholique face aux entreprises perçues comme du prosélytisme protestant, le CARD est contraint d'abandonner une part de son projet initial. On retrouve, vis-à-vis du scoutisme, la même inquiétude de l'épiscopat carin face aux activités culturelles américaines 75. Le CARD rencontre un écho de la part de l'État. Pour la réintégration nationale des régions dévastées, l'État a mis en place un département ministériel inédit, associé auparavant à la mise en œuvre du blocus de l'Entente qui disparaît en décembre 1918. Clemenceau lui donne un statut de ministère de plein exercice au nom évoquant la géographie vidalienne, le ministère des régions libérées. Évolution sémantique inédite. Les combats terminés, la République reconstruit la France en s'affranchissant du cadre territorial jacobin des départements pour agir à l'échelle plus vaste d'une demi-douzaine d'espaces régionaux du nord et de l'est du pays. Second phénomène inédit. Ce ministère des régions libérées porte en lui les germes de sa propre disparition, commandé par la remise en route économique et sociale de ces territoires. Après Jonard et Lebrun, André Tardieu occupe ce portefeuille dans le gouvernement Clemenceau. Grâce à Tardieu, ancien commissaire aux affaires de guerre franco-américaines, l'Amérique connaît bien le responsable de la reconstruction de la France. Homme de Clemenceau, il soutient le CARD dans sa reconnaissance d'utilité publique en novembre 1918. Les Américains le sollicitent pour la présidence d'honneur du CARD, lorsque la présidence revient à Myron T. Herrick, ambassadeur des États-Unis à Paris de 1912 à 1914. Celui-ci revient en France comme ambassadeur en avril 1921. La direction du CARD est alors composée de personnalités françaises et américaines de premier plan. Quand le scoutisme obtient les faveurs de la République Bleu Horizon dans les années d'après-guerre, l'Amérique n'est jamais bien loin. Les subventions gouvernementales parviennent vite au scoutisme. En décembre, les EDF reçoivent une subvention du ministère de la Guerre de 50 000 francs.
Au camp de Framport organisé l'été suivant, Tardieu et son successeur Ogier, dont il semble télécommander la politique, s'entretiennent avec Anne Morgan et Lorne Barclay. La reconnaissance de l'œuvre américaine n'empêche pas les deux ministres de faire acclamer le drapeau tricolore par les jeunes campeurs, preuve s'il en est que les mises en scène enflammées du docteur américain délicieux restent soumises à l'indispensable culte patriotique 81. Mais le personnage public qui dépasse tous les autres en charisme auprès des éclaireurs est un militaire attentif aux Américains. Le général Pétain avait rattaché au 3e corps d'armée qu'il commandait en juin 1917 les 10 premières américaines installées à Blérancourt et conserve dans les années qui suivent une estime pour Anne Morgan et son entreprise. L'enthousiasme est à son comble quand Pétain remet leur drapeau au EFD sur la Grand Place de Béthune. Enfin, face au beffroi de l'autre côté de ce flot de soie brillante agité par le vent et sur les ors desquels le soleil met des étincelles, un homme parmi les hommes, l'homme, le vainqueur, le dieu, Pétain. Mais Pétain surprend surtout les éclaireurs, lorsqu'il se fait spontanément le laudateur de leur loi devant le banquet offert en son honneur. Paul Charpentier lui présente le code de l'éclaireur et Pétain lit à haute voix le texte devant les officiers, les préfets et les sénateurs. Après le dernier mot prononcé, comme si la scène avait été maintes fois répétée, tous les jeunes se dressent et lèvent leurs bras, semblant tracer sur le ciel leur devise, tout droit et haut les cœurs. La réaction des jeunes, préparée selon toute hypothèse par Charpentier et Le Sec, est à la mesure de la popularité de l'officier supérieur. Homme d'envergure nationale, la vénération qu'il suscite dans le scoutisme débute dans les ruines de la France dévastée. Le scoutisme contribue au relèvement de la patrie, ce que veut signifier le gouvernement brillant en remettant le 3 juin 1921 la médaille de la reconnaissance française aux éclaireurs unionistes. Au palais du Trocadéro, le ministre des Travaux publics Le Troquer épingle la décoration sur le drapeau du mouvement et communie dans la renaissance de la France présentée dans des scènes allégoriques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.